On va donc débattre de deux sujets dans l'actualité. Démarrons tout de suite avec le lancement de la campagne des Restos du Cœur. Quelques éléments d'explication en images. La 37e campagne des Restos du Cœur a débuté ce mardi dans les 2000 centres de France. L'association caritative Chère à Coluche offrira encore cette année des millions de repas aux plus démunis. Malgré la reprise économique, la situation des plus précaires s'est aggravée. 15% des bénéficiaires ont franchi les portes des Restos du Cœur pour la première fois en 2020. Parmi eux, beaucoup de familles monoparentales et surtout des jeunes. Selon l'association, ils représenteraient 50% des personnes aidées, pour une bonne partie encore mineures. Une reproduction de la pauvreté qui ne dit pas son nom. Alors jusqu'à quand les gens vont-ils crever de faim en France? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. On va démarrer avec Nicolas. Nicolas, votre point de vue sur le lancement de cette nouvelle campagne des Restos du Cœur. Encore une fois, mais beaucoup de gens tapent à la porte pour tout simplement venir récupérer des courses. Comment encore en 2021 on peut avoir autant de gens qui frappent à la porte des Restos du Cœur? C'est préoccupant. Votre question est volontairement un peu choquante. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on crève de faim en France, mais c'est vrai que moi, ce dont je m'inquiète vraiment, c'est que la pauvreté semble augmenter et le nombre de bénéficiaires et de gens qui se rendent au Resto du Cœur augmente. Donc on n'est pas sur la bonne pente. Je pense notamment aux étudiants, puisqu'on a récemment eu des chiffres à ce sujet. Il semble que de plus en plus d'étudiants sont précaires, et notamment dans les classes moyennes et celles qui n'ont pas forcément accès à toutes les aides dont elles auraient besoin pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Cette année, les chiffres en tout cas, effectivement, des Restos du Cœur, c'est 50% aujourd'hui des personnes qui sont aidées, ce sont des jeunes, et une bonne partie sont mineurs. C'est terrible à entendre. Après, je pense qu'il faut aller plus loin dans l'analyse, parce que quand on regarde dans le détail, notamment chez les étudiants, on s'aperçoit que ceux qui souffrent peut-être le plus, c'est ceux qui sont à la limite des aides, qui sont pas boursiers et qui du coup sont un peu aidés par les parents, mais pas forcément au niveau où ça leur permettrait de subvenir à leurs besoins correctement. Et donc, c'est toute cette catégorie-là qui souffre peut-être encore plus, sachant qu'il y avait une initiative qui avait été mise en place, c'était le repas à 1 euro dans les restaurants universitaires. Elle a été supprimée, et je pense que c'est une erreur, parce qu'on est dans un moment peut-être difficile où il faudrait justement continuer à aider les jeunes et les étudiants en particulier. Elle avait effectivement été mise en place durant la crise sanitaire. Yohann Ginet, là-dessus, Emmanuel Macron, en 2017, il avait pris des engagements pour lutter contre la pauvreté. 5 ans plus tard, on a le sentiment que le résultat n'est pas au rendez-vous. Oui, je crois qu'il faut d'abord rendre hommage déjà aux bénévoles de l'ensemble des associations, les Restos du Cœur. On peut citer également la Croix-Rouge, le Secours Populaire. Ils font un travail remarquable. Et sans eux, malheureusement, il y aura des gens qui crèveraient de faim. Et il y a des gens qui crèvent de faim. Et c'est inquiétant de voir autant de jeunes qui ont de plus en plus besoin de ces associations. Je vais faire une précision, parce que vous me regardez en disant il y a des gens qui crèvent de faim. Oui, il y a des gens qui sont en grande précarité dans ce pays. Ce que je veux dire, c'est que justement grâce aux associations qui sont là, et vous venez de le dire, et je suis d'accord avec vous, ça fait tampon et on peut éviter peut-être le pire. C'est exactement ça que je voulais dire, et je tiens à le préciser. De plus en plus de jeunes, malheureusement, donc, qui ont besoin de ces associations. Aussi, de plus en plus de travailleurs. Ça, c'est inquiétant. Ça montre aussi qu'il y a un réel problème de pouvoir d'achat et que les salaires sont trop bas. Et aussi, de plus en plus de personnes âgées. Et là, c'est inquiétant encore plus. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes âgées n'osent pas aller taper à la porte de ces associations. Et moi, je les rencontre régulièrement, ces associations. Pourquoi elles n'osent pas ? Parce qu'elles ont honte ? Parce que c'est pas le parcours du combattant quand même pour aller chez les Restos du Cœur. C'est une question de génération et d'éducation. Les personnes âgées, n'ont pas cette habitude d'avouer leurs difficultés et d'aller demander de l'aide. Et c'est pour ça que c'est important que chacun aussi regarde autour de soi, et s'il décèle des problèmes dans ses voisins, dans son entourage, mettre en relation ces personnes avec les associations, parce que les personnes âgées n'osent pas franchir le pas de ces associations qui sont pourtant utiles. Et moi, j'en croise régulièrement, que ce soit dans le cadre de mes mandats ou de mon travail à la mairie de Beaucaire, des gens qui n'ont pas les moyens de finir les fins de mois et qui ne peuvent pas manger, et de plus en plus de personnes âgées. Monsieur le maire de Saint-Privat-des-Vieux, est-ce que vous faites le même constat dans votre commune, sur le territoire alésien ? Sur le territoire, bien entendu, oui. J'approuve tout à fait ce qui vient d'être dit concernant des publics qui sont plus ou moins invisibles, que l'on a du mal à recenser, à connaître.
Et on le sait très bien à travers nos CCAS, c'est finalement la plus grande difficulté, c'est de connaître les gens qui ont de réels besoins et qui ne se déplacent pas forcément vers les systèmes d'aide qui sont mis en place. Mais sur cette pauvreté, les Restos du Cœur, ça fait longtemps qu'ils existent. Comment se fait-il qu'on crois qu'on n'arrive pas à régler le problème je crois qu'on traite malheureusement les symptômes, mais que le problème est bien plus large. Il faut pour éviter que les gens se tournent vers les associations d'entraide, il faut relancer la mécanique. Il faut relancer la mécanique, il faut donner de l'emploi aux gens, il faut faire en sorte que les gens travaillent, qu'il y ait un intérêt à travailler. Là, comme le problème qu'il y a eu, c'est que la crise sanitaire a privé certaines personnes de contrats, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, et que la précarité, les inégalités se sont accrues, malgré le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Tout à fait, il y a eu un problème supplémentaire lié à la saisonnalité de la pandémie, oui, tout à fait. Et heureusement d'ailleurs que les collectivités locales ont été là, parce que dès le début de la crise, de nombreuses mairies, moi je suis bien placé pour le savoir à Beaucaire, dès le début de la crise, on a voté des aides supplémentaires dès le 25 mars pour que ces associations puissent avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir nourrir toutes les personnes qui étaient du jour au lendemain sans contrat, sans salaire. Mais après, les associations, Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, c'est pas une fin en soi. Est-ce que pour vous, ça vient pas un peu pallier un manque d'action de la puissance publique et de la collectivité ? Évidemment. Une forme peut-être une forme d'impuissance. Oui. Qui est aussi les associations réussissent à faire, pourquoi l'État n'arrive pas à le faire ? Je crois que ce qui est fait par les associations est très bien fait par les associations et sera toujours mieux fait que par l'État. Ça, j'en suis persuadé. C'est pas ça. Après, l'État a d'autres responsabilités, de faire en sorte que il y ait de moins en moins de gens qui. Je crois pas. Souffre d'un manque de bénévoles. Le manque de bénévoles, le manque d'argent. J'ai encore été sollicité par la Croix-Rouge. L'État se repose sur les associations. Sollicite des subventions complémentaires. Oui, bien sûr. Et puis c'est terrible. C'est terrible devant les centres d'activité des Restos du Cœur de voir des gens qui font une queue monstre pour obtenir un sac de courses. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec Monsieur le maire. C'est que les associations le font très bien. Si demain l'État devait le faire, malheureusement, ce serait pas aussi bien fait. Donc heureusement que ces associations sont là. Mais c'est quoi les solutions ? Mais les solutions, par exemple, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle propose pour la prochaine présidentielle ? Mais c'est sur le pouvoir d'achat. Il y a plusieurs choses. Il y a un gros travail à faire sur l'emploi en France. Il y a aussi sur le pouvoir d'achat. Il faut pouvoir augmenter aussi les salaires parce qu'on a de plus en plus de travailleurs qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Quand vous gagnez le SMIC aujourd'hui, bon courage pour réussir à finir les fins de mois. C'est pas possible. Avec des prix du gaz, de l'électricité qui s'envolent, avec l'essence, le prix qui s'envole. Moi, je pense aussi qu'il faut redonner du pouvoir d'achat. Et donc Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle propose ? Mieux redistribuer les richesses. Marine Le Pen, elle propose de baisser par exemple la TVA sur le gaz, l'électricité, l'essence de 20 à 5,5. Ça permettra aussi de redonner du pouvoir d'achat. Elle propose également d'exonérer les employeurs qui feront un effort sur le salaire de leurs employés jusqu'à 3 fois le SMIC en les exonérant de charges patronales. Après, la question de ces mesures, c'est de comment on les finance aussi. Parce qu'on peut annoncer tout un tas, une batterie de mesures. Mais attendez, il y a plein de mesures à prendre. Il faut expliquer comment on les finance, il faut être sérieux quand on... Mais il n'y a pas de problème. Marine Le Pen, Marine Le Pen finance à 100% son programme. Et c'est démontré chiffre par chiffre. Mais il y a des économies à faire. Et si vous voulez que j'en prenne, parce que c'est ce que vous attendez que je fasse, des économies, il y en a à faire sur l'immigration, par exemple. Non, c'est pas on parle de ça tout le temps. Sauf que c'est la réalité. Ce gilet, c'est pas exactement des économies à faire. C'est pas exactement ce que je veux vous dire, c'est que il faut aussi être capable, me semble-t-il, de sortir d'une logique purement comptable de je prends là et j'enlève là. Mais c'est vous qui venez de me dire il faut faire les économies. Non, mais vous avez mal compris. C'est qu'il faut aussi être capable de développer une vision systémique et porteuse et saine et dans laquelle les gens puissent s'inscrire. Moi, je crois pas, je vous le dis comme je le pense, qu'on va réussir à faire adhérer la plupart des gens à un modèle qui s'oppose et qui pointe du doigt certaines catégories, les immigrés ici. Mais qui pointe du doigt qui ? C'est vous qui les pointez. L'immigration, monsieur Gillet, sur l'immigration, en plus, on ne peut pas me taxer de ça, parce que, y compris dans ma famille politique, je ne suis pas majoritaire. Moi, je considère qu'il faut faire respecter les règles existantes déjà, ce serait pas mal. En revanche, je pense qu'il ne faut pas systématiquement mettre le doigt dessus, parce que vous en faites commerce.
systématiquement. Non, mais et c'est vous me fatigant. demandez, Non, mais c'est fatigant. Vous me demandez C'est fatigant. où est-ce qu'on fait les économies. Parce qu'il y a et pas moi, que je ça. vous dis Il y a que pas sur que ce ça. Il faut sujet-là, il y a des réfléchir au-delà. économies très importantes à faire. Oui, il y a des économies, on les Nous, fera on pas sur les comprend pas. immigrés, monsieur Gillet. Faut arrêter de faire rire tout le monde. Jérôme Talon était à la place de monsieur Ribot. Il nous a dit qu'en matière de pouvoir d'achat, les Français en avaient de plus en plus, qu'il avait supprimé la taxe d'habitation, qu'il allait avoir cette prime, et j'en passe, et des milliards. Et à côté comment de ça ça, se fait on qu'on se a retrouve avec des ces gens associations encore, qui sont de plus en plus sollicitées. Donc, preuve que les représentants ou en tout cas les soutiens d'Emmanuel Macron vous mentent. On ne peut pas dire aujourd'hui que la situation va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est pas vrai. On le voit. Est-ce qu'il n'y a pas une catégorie de population qu'on n'arrive pas à aider, en fait? Et c'est celle-là qu'il faudrait viser avec des aides spécifiques. Oui, les travailleurs à bas revenus n'ont pas été aidés. Tout à fait. Il faut faire en sorte d'augmenter les salaires. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il faut faire. On passe au deuxième sujet de ce soir qui concerne directement notre invité, Philippe Ribot. Est-ce que l'avis des maires aujourd'hui est suffisamment pris en compte du côté de l'Élysée? Quelques explications en images. Le congrès des maires de la semaine dernière a rassemblé en un seul lieu les personnalités politiques préférées des Français. L'occasion d'échanger sur leur quotidien difficile pour ces acteurs en première ligne qui doivent gérer les doléances de plus en plus pressantes de leurs administrés avec des moyens financiers plus limités en raison notamment de la suppression de la taxe d'habitation. Une décision assumée par le chef de l'État qui est venu à leur rencontre lors du congrès. Emmanuel Macron a surtout défendu son bilan, un bilan contrasté émaillé de tensions, particulièrement depuis la crise sanitaire où les maires ont été contraints d'assumer les décisions venues de Paris. Sans décentralisation totale, les premiers magistrats des communes de France ont-ils encore un rôle à jouer? Sont-ils suffisamment écoutés? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Monsieur Ribot, forcément, on va démarrer avec vous. Vous êtes président des maires du Gard, vous êtes vous-même maire de la commune de Saint-Privat-des-Vieux dans le département. Quel est votre regard aujourd'hui, post-crise sanitaire? Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron, pour le dire directement, entend suffisamment la parole des maires? Je pense qu'il l'entend. Est-ce qu'il l'écoute? C'est peut-être plus... La réponse est peut-être plus compliquée. Mais je pense que ça concerne tous les pouvoirs. Depuis un certain nombre d'années, la France est un pays extrêmement centralisé, et qui n'aime pas vraiment les pouvoirs locaux. Et moi, je le ressens comme ça. En plus, il y a eu ces dernières années, et ça ne remonte pas aux 3-4 dernières années, une sorte de méfiance qui s'est installée entre les élus locaux, les maires notamment, et le pouvoir central. On ne savait pas vraiment où on allait. Et ça s'est renforcé pendant le mandat d'Emmanuel Macron. On se posait Macron. des questions sur l'avenir de la commune. Ça s'est renforcé ou pas? J'ai posé la question au président de la République à Souillac dans le Lot. J'ai dit, quel est votre projet sur la commune, pour la commune? Que voulez-vous faire de la commune? Et on a vu l'importance des maires et des communes dans cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, la cote de confiance mesurée par l'Institut de sciences politiques du CEVIPOF, l'Institut de sondage de Sciences Po, indique une remontée de la confiance des maires, qui était déjà haute. On est environ à 75%. Mais est-ce qu'après la crise sanitaire, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron prend plus en compte l'avis des maires? Je pense qu'indéniablement, le gouvernement s'est rendu compte du fait que le local était devenu incontournable. On a eu besoin de nous pour trouver des masques, pour assurer cette chaîne de fabrication et de livraison. On a eu besoin de nous pour ça a été dit tout à l'heure, rendre des services aux populations isolées. Mais vous l'avez rendu quand même, parce que on peut parler de la mairie de Beaucaire. L'État est venu quand même apporter, dans le cadre du plan de relance, quand même des aides sur des projets structurants, etc. Donc, quelque part, après la crise sanitaire, il y a eu des actes concrets aussi de l'État. Il y a des communes qui attendent toujours de l'argent sonné et trébuchant pour payer des centres de vaccination. Il ne faut pas oublier que l'État a aussi besoin pour ouvrir les centres de vaccination. Il ne lui a pas rendu d'ailleurs, parce que beaucoup de communes attendent encore les financements des communes, parce que honnêtement ça ne vient pas, c'est très compliqué, les dossiers changent toutes les 2 semaines. Vous n'avez pas été remboursé à Beaucaire? Rien du tout, pas un euro. Pas un euro, parce que les dossiers changent tous les 15 jours et que la doctrine change constamment et on n'arrive pas à se faire rembourser. Et les baisses des dotations, est-ce que vous n'avez pas constaté un coup d'arrêt? Ou est-ce que ça continue de baisser pour votre commune? Oui, les baisses de dotations continuent de baisser. Ça, c'est une évidence dans toutes les communes de France, je pense. Pourtant, ce n'est pas les chiffres qui sont donnés par l'État. Parce qu'on en a rendu compte déjà, avec les montants qui sont donnés chaque année, il semblerait plutôt va vers une augmentation. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu un effort de fait. Il y a eu un effort de fait, à mon sens, insuffisant, parce qu'il fallait un vrai plan de relance sur l'investissement massif pour les collectivités locales, parce que ce sont elles qui portent les réels investissements dans le pays. Mais
il ne faut pas oublier aussi que l'État s'amuse, comme la région aussi le fait régulièrement, à réfléchir des crédits existants en les nommant autrement. Pour partie, le plan de relance, c'est ça aussi. C'est des crédits qui existaient déjà et qu'on a réfléchi. Je serais moins dur sur ce point-là. Je pense qu'il y a eu un effort de fait sur les dotations d'investissement. Il y a eu un effort. Des ETR, des SIN. Il y a mieux depuis, ça a moins baissé depuis que quelques années. François Hollande. Je parle de l'investissement. Donc il y a un net plus en investissement. En dotation de fonctionnement, il y a encore des baisses, une relative stabilité, mais il y a des baisses qui ont été notamment importantes liées à l'intégration de certaines communes après la loi NOTRe dans les nouvelles intercommunalités. Des petites communes qui ont vu un enrichissement fictif lié au fait qu'ils intégraient un EPCI plus riche. Voilà. Il y a des communes qui ont perdu énormément, des dizaines de milliers d'euros de dotation de ce seul fait d'appartenance à un nouvel EPCI. Donc il y a des problèmes importants. La perte de la taxe d'habitation, à ce jour, elle n'est pas compensée. Pas forcément un problème financier, mais c'est un problème démocratique. C'est un problème démocratique. C'est-à-dire que nous, quand on va dans des réunions dans nos communes, je suis désolé, on a désormais affaire à deux catégories de population. Certains qui payent l'impôt local et d'autres qui ne le payent plus. Donc il y a vraiment une rupture du lien démocratique au niveau local. Et puis il y a un problème sur le long terme, monsieur le maire, sur ce sujet. Il y a un problème sur le long terme. Les communes vont être compensées à l'euro près pour le moment. Mais ça ne prend pas en compte l'évolution de la ville non plus. Et donc l'évolution de la population. Et donc voilà, cette dynamique, elle ne sera pas compensée. Et ça va créer un réel problème pour les collectivités. Votre avis ? C'est sincèrement difficile de débattre sur ces sujets-là parce nous qui sommes tous là engagés au niveau local, on fait à peu près les mêmes constats. Mais c'est intéressant, non ? Parce qu'effectivement, après 5 ans d'Emmanuel Macron, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a beaucoup plus centralisé le pouvoir ou finalement il l'a décentralisé et a donné plus de confiance aux collectivités et aux mairies en particulier ? Sur quelques points, on a concédé, notamment sur l'eau et l'assainissement. Bon, après, ça c'est un peu technique, mais c'est important quand même parce que c'est ce que les communes assument comme compétence, ce qu'on leur laisse et ce qu'elles peuvent assumer. Résultat des courses, je pense que le meilleur indicateur de l'échec vis-à-vis des maires, c'est le scrutin à l'Association des maires de France, où la liste qui était poussée en sous-main par Emmanuel Macron a perdu, bien sûr. Philippe Laurent qui est de l'UDI, hein, Monsieur Philippe Ribaud. Oui, tout à fait. C'est votre camarade. Merci beaucoup. Non, j'avais peut-être une dernière question. Allez-y, je vous en prie, une petite relance, rapidement. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de cet appel des 600 élus locaux dans le JDD, des maires qui demandent à Emmanuel Macron de se représenter très rapidement ? Monsieur Ribaud ne l'a pas signé. 600 sur combien de milliers ? Voilà, je crois que tout est dit. Je crois que le mépris qu'a Emmanuel Macron pour les élus locaux et pour les maires notamment est très clair. Voilà. Bon, pour tous. Vous avez eu la réponse à votre question, Coralie ? Oui. On peut clore donc les débats.